Donc je suis Julien Codeville, je coordonne le programme de surveillance des pathologies en lien avec les perturbateurs endocriniens à Santé publique France, et du coup je vais vous présenter les travaux de surveillance qu'on mène, alors tant sur l'exposition des populations que sur le suivi des pathologies, en essayant de passer alors d'une logique de surveillance à des logiques de caractérisation de l'impact sanitaire, en essayant de croiser justement ces notions d'exposition et de l'évaluation des incidences des pathologies. Du coup, alors ce matin, en introduction, ont été évoqués déjà quelques mécanismes sur les perturbateurs endocriniens. Du coup, alors la définition qui est adoptée par l'OMS et endossée par la Commission européenne, c'est que donc un PE est une substance ou un mélange de substances qui altère alors à la fois les fonctions du système endocrinien et qui induit des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact ou d'une population. Et du coup, voilà, c'est l'association de cette perturbation du système hormonal et d'un effet délétère qui est avec le lien à montrer, qui rend justement cette classification de perturbateurs endocriniens des substances chimiques. Du coup, on les trouve dans l'ensemble des milieux environnementaux, alors dans l'eau, l'air, le sol, dans le cadre des programmes de surveillance des milieux indépendamment les uns des autres. Et on le trouve également, alors, grâce au programme national de biosurveillance, dans l'ensemble de la population française. Du coup, on a une exposition ubiquitaire de CPE sur l'ensemble de la population et sur l'ensemble des classes d'âge. Quand on commence à regarder les déterminants, on peut trouver tous les produits communs du domestique, des produits ménagers, des détergents, mais également l'eau, l'air et les aliments que l'on ingère. Du coup, en parallèle, on constate depuis 50 ans une augmentation pas expliquée, mal expliquée de l'incidence de pathologies chroniques comme les troubles de la fertilité ou les cancers hormonodépendants, sans savoir quels sont du coup les déterminants, et du coup les perturbateurs endocriniens seraient potentiellement associés à cette hausse des maladies chroniques. Du fait de la définition et du fait de la complexité des mécanismes toxicologiques en jeu sur cette classe de produits chimiques, on a des difficultés donc à évaluer le lien entre exposition et effet sanitaire, parce que on peut observer après une exposition des effets transgénérationnels 3 générations après. Il y a l'effet cocktail des substances qui rend du coup difficile de caractériser les expositions indépendamment les unes des autres, la latence des maladies. Et ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, donc on parle d'exposition via les aliments qu'on mange, l'inhalation ou par le contact, mais il y a également donc la voie transplacentaire qui induit donc une exposition du fœtus via la mère qui est exposée. Et du coup, alors au moment justement du développement fœtal, le système endocrinien intervient comme pilote, en gros, de tous les développements des organes, des tissus. Et du coup, cette exposition qui arrive à des fenêtres de vulnérabilité clés va induire des maladies, alors à la naissance, comme des malformations congénitales. On va pouvoir observer chez l'enfant des troubles autistiques, des troubles du comportement, ou plus tard chez l'adulte des maladies comme l'obésité ou tout un ensemble de maladies qui touchent à la fois donc, les sphères de la santé reproductive, des maladies métaboliques et principalement aussi les maladies de neurodéveloppement et neurocomportementales. Du coup, c'est difficile de synthétiser l'ensemble des connaissances et des études qui sortent. Du coup, on repose souvent sur des expertises collectives qui vont essayer de construire un poids d'épreuve pour associer du coup un lien entre des substances chimiques et des maladies.
Et du coup, ce poids d'épreuve nous permet donc de synthétiser, d'agréger. Du coup, le tableau là que je présente ici, c'est en gros les maladies sur lesquelles on a le plus de causalité possible avec un lien entre les perturbateurs endocriniens. Mais j'y reviendrai après. Du coup, à partir de ce poids d'épreuve, de l'analyse de l'exposition des populations et de l'analyse de l'incidence de ces pathologies, du coup, on peut structurer ces informations pour évaluer des impacts sanitaires et des coûts économiques. C'est ce qu'a fait un consortium au niveau international qui rassemblait l'ensemble des spécialistes sur les pathologies, des toxicologues, des épidémiologistes, et qui a pu évaluer à 153 milliards d'euros par an le coût de ces impacts au PE au niveau européen, et du coup ça correspond à peu près à 1% du PIB, et qui a pu, du coup, enfin, voilà, avec ces approches, on peut évaluer des contributions de maladies, et principalement, du coup, ce qui ressort, c'est donc des expositions périnatales à des organophosphorés, donc les chlorpyrifos notamment, qui impliquent à l'adolescence des pertes de QI et des déficiences intellectuelles supplémentaires qui entraînent du coup des coûts pour la société, des coûts de production notamment. Du coup, on a inscrit à Santé publique France un programme de surveillance des PE qui a deux niveaux. Donc, évaluer l'exposition, l'imprégnation chimique des populations, et construire des indicateurs de santé pour voir si nos indicateurs, enfin si les indicateurs de santé évoluent négativement ou positivement dans le temps, et essayer de cartographier ces pathologies dans l'espace pour identifier des surincidences potentielles pour spéculer sur ce lien et fournir des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires de la santé pour réduire ces expositions. Et du coup, on construit des indicateurs qui sont basés donc sur des données objectives et qui nous permettent de faire de cette surveillance au moins temporelle, mais sinon spatio-temporelle quand c'est le fermé, sur des résolutions suffisamment fines et à l'échelle nationale, en essayant d'intégrer au maximum les DROM-TOM quand les données le permettent. Et du coup, ces travaux s'inscrivent dans la stratégie nationale perturbateur endocrinien, dans laquelle il y a plusieurs actions, dont je vais vous détailler quelques résultats que nous avons acquis. Donc, en termes de biosurveillance, on a deux volets, le volet périnatal et un volet population générale. Et dans le volet périnatal, du coup, on va s'appuyer sur la cohorte F. Et du coup, on a du coup mobilisé 4145 femmes enceintes ayant accouché en France, sur lequel on a réalisé un ensemble de questionnaires et des mesures chimiques de l'imprégnation, et avec pour objectif donc de décrire le niveau d'imprégnation de la population française par les polluants, de comparer ces niveaux d'imprégnation, alors soit avec d'autres pays, soit les comparer dans le temps pour voir des évolutions, et essayer d'identifier les déterminants des niveaux d'imprégnation pour voir si c'est l'alimentation plutôt qui tire, quel type d'aliments, etc. Du coup, on a ciblé l'ensemble des familles de polluants chimiques qui sont généralement mesurés au niveau international et ce qui pose potentiellement un problème. Donc les bisphénols, les phtalates, les pesticides, etc. Enfin, la liste est là. Et du coup, alors sur les polluants organiques, ce qu'on a pu montrer, donc c'est une présence des polluants donc chez près de la totalité des femmes enceintes, et des surimprégnations alors sur les pérytrinoïdes, qui est une famille de pesticides qui est largement utilisée pour justement remplacer les précédentes, sur lesquelles on a pu montrer des problèmes soit de rémanence, soit des problèmes d'effets sanitaires. Des surimprégnations liées au PCB aussi, et puis des variabilités liées aux usages de pesticides au domicile qui n'étaient pas encore réglementés à l'époque. Du coup, après, on peut identifier les sources d'exposition
Bon, le mieux aurait été de présenter donc les sources par typologie de famille, mais voilà, on peut voir qu'il y a des contributions associées à l'alimentation, au tabac, à l'utilisation de produits d'hygiène, et puis liées à l'air intérieur suite à l'utilisation soit de matériaux particuliers, soit enfin, voilà, des peintures, du linoléum. Donc pareil sur les métaux et métalloïdes, on a obtenu des résultats un peu semblables sur les polluants organiques dans le sens où la présence des métaux sont observés chez la totalité des femmes enceintes, à l'exception de l'uranium. Mais par contre, on observe une diminution des tendances pour le plomb et le mercure et une surimprégnation par rapport aux autres pays à l'arsenic et au mercure. Voilà. Et du coup, alors, ELF, ça remonte déjà à quelques années. On a eu l'étude Esteban qui visait à faire cette imprégnation, alors non pas sur les femmes enceintes, mais sur la population générale. Et du coup, là, on est en train de lancer l'enquête Alban qui fait la suite de l'enquête Esteban, sur lequel on a divisé ça en 3 cycles de 2 ans et sur lequel enfin, voilà, on essaye d'optimiser les échantillonnages parce que c'est toujours un peu cher et du coup on a des stratégies qui permettent d'essayer de réduire ces coûts pour essayer de viser soit une meilleure représentativité des niveaux d'imprégnation qu'on va mesurer, soit essayer d'aller chercher des polluants qu'on a moins l'habitude de mesurer. Voilà, et du coup on a 3 populations cibles qui sont les bébés de 0 à 2 ans, les enfants de 2 à 17 ans et puis les adultes. On a 3 cycles de 2 ans et puis on a, enfin, on essaye d'optimiser donc une couverture géographique du coup au niveau national et après aller chercher dans certains DROM certains paramètres qui nous intéressent et qu'on a jugés un peu plus intéressants. Voilà, du coup là c'est le détail des substances qui vont être mesurées dans les différents cycles. Alors un premier cycle où on va tout mesurer, et puis un deuxième cycle où on va s'intéresser à toutes les substances d'intérêt mais sans les pesticides, et le troisième cycle qui va s'intéresser qu'aux pesticides. Et dans des petites originalités par rapport aux études précédentes, c'est qu'on va utiliser des biomarqueurs d'effet qu'on va pouvoir comparer à des biomarqueurs d'exposition. Et du coup, le biomarqueur d'effet, ça va être une mesure qui est entre l'exposition et l'effet sanitaire pour essayer de mieux capturer du coup ce continuum enfin, de l'impact des PE au niveau cellulaire ou moléculaire avant de directement aller regarder la maladie. Donc du coup, l'idée c'est d'essayer de rapprocher au mieux l'exposition et les effets sanitaires, de construire quelque chose de structuré. Donc là, c'est la deuxième dimension de notre surveillance, c'est l'analyse des maladies. Et du coup, en 2015, on avait coordonné un réseau international sur le sujet du lien entre le PE et les pathologies. Et ce panel nous avait permis d'identifier 10 maladies à surveiller en priorité. Et du coup, à partir de cette liste-là, on a construit donc une surveillance pour évaluer donc l'incidence de ces maladies et voir leur évolution dans le temps et regarder comment spatialement ils se distribuaient. Pour l'ensemble de ces maladies, du coup, à chaque fois on sort un rapport qu'on met à disposition, vous pouvez aller consulter sur notre site internet. L'ensemble des effets sanitaires qu'on a regardés se sont dégradés sur les périodes d'analyse. Avec notamment une dégradation de 30% de la qualité du sperme sur 30 ans, ce qui fait que et qui s'est arrêté en 2005, quoi, ce qui fait que si on extrapole aux années d'après, on peut peut-être risquer de tomber en dessous de la barre de fertilité de l'homme, et on est en train d'essayer de remettre à jour cette étude-là, enfin, comme toutes les autres. Donc, du coup, on a regardé la puberté précoce, l'endométriose, fibrome utérin, cryptorchidie, postpad, cancer des testicules. Et du coup, là, c'est une illustration de ce qu'on a fait sur cryptorchidie. Donc, la cryptorchidie, c'est
la non-redescente des testicules du scrotum qu'on observe souvent à la naissance et pour lequel justement le lien PE a été marqué et qui peut entraîner potentiellement après des baisses de fertilité chez l'homme. Donc on construit des indicateurs de surveillance, on estime des taux d'incidence et on les analyse sous l'angle spatio-temporel. Et du coup, à partir de là, on spécule un peu sur le lien entre les PE et du coup, on peut identifier des clusters statistiques et voir où ils se distribuent en France. Ce qu'on avait montré avec ces données-là, en tout cas, c'est qu'il y avait quand même de nombreux clusters localisés à proximité des sites et sols pollués. Bon, ce qu'il faut relativiser avec la qualité des données et puis le fait que souvent dans ces zones de sites et sols pollués, il y a des indicateurs socio-économiques défavorisés, donc il y a toujours plein de dimensions qui se superposent et du coup ces analyses-là sont assez en amont et permettent d'émettre des hypothèses qui doivent être vérifiées a posteriori par des études épidémiologiques classiques, quoi. Donc on a voilà, ces données-là où on observe une augmentation du risque de 2,6% par an, mais qui peut être le reflet aussi d'autres problèmes liés à la donnée ou une sensibilisation accrue des patients. Voilà, du coup, alors, dans un premier temps, on s'intéressait à la santé reproductive, du coup, avec ces 10 indicateurs-là que je vous ai présentés tout à l'heure. Et puis, du coup, le poids des preuves a évolué sur sa première sphère sanitaire. Et du coup, on s'est demandé s'il y avait nécessité d'élargir le programme au-delà de la santé reproductive. Et du coup, sur quels indicateurs? Et du coup, on a lancé l'étude PEPS-PE là, qui se finit et dont le rapport va bientôt être publié d'un jour à l'autre, et qui avait pour objectif donc, de prioriser les effets sanitaires à surveiller. Il nous reste 5 minutes, monsieur. Ok, très bien. Du coup, on a utilisé une méthode Delphi de convergence des données, enfin de consensus des données. Et du coup, on a consulté on a sollicité 400 personnes dans 2 groupes. Un groupe d'experts et de scientifiques et un groupe de personnes représentant la société civile. Et à partir de questionnaires, on a permis d'essayer, en tout cas, on a essayé d'aboutir à un consensus sur l'impact, le poids des crevs, la gravité de la maladie, l'évolution du taux d'incidence et la préoccupation sociétale pour justement nous aider à classer les 60 maladies qu'on avait préidentifiées en fort, modéré et faible. Et du coup, cette liste finale sera nos perspectives, pourrait être nos perspectives de surveillance. Du coup, voilà, c'est la liste des maladies que nos panels sollicités nous ont permis de prioriser. Donc, on s'attache pour l'instant, nous, plutôt aux catégories fortes et modérées. Dans les fortes, on va retrouver en gros les cancers hormonodépendants et globalement les maladies de santé reproductive qu'on avait déjà priorisées il y a à peu près 8 ans. Et dans les maladies plutôt modérées, on va retrouver plutôt, mais après dans le détail c'est pas si clair, les maladies neurocomportementales et neurodéveloppementales et les maladies métaboliques. Donc une fois qu'on a ces maladies, après on peut se demander, bon, est-ce que les données en France nous permettent de s'assurer de la capacité à construire des indicateurs pour les suivre dans l'espace, dans le temps. Du coup, on est du coup à la fin de l'analyse pour justement essayer de regarder si les données disponibles nous permettent cette surveillance et si cette surveillance va nous permettre de produire des recommandations pour les gestionnaires de santé pour réduire l'exposition. Donc on a à peu près 2 filtres. Est-ce que on a des critères de qualité intrinsèques à la surveillance liés à l'analyse spatio-temporelle et des critères liés aux capacités de relier avec les PE. Et du coup, à partir de ça, on a fait des scores pour nous reprioriser par rapport à cette première liste.
Du coup, par rapport à ces premières listes de maladies de santé reproductive qui réapparaissent grâce à cette étude-là et sur lequel on va continuer de développer nos travaux, on va réintégrer, enfin intégrer tout court les maladies donc de troubles et maladies neurodéveloppementales et comportementales comme les troubles et déficiences de l'attention, les troubles du spectre autistique, les pertes de QI et les déficiences intellectuelles qui sont des maladies qu'on a vues déjà dans l'analyse au niveau européen en termes d'impact sanitaire et de coûts économiques. Et pareil, sur les troubles métaboliques, du coup, on va intégrer les surpoids, les diabètes et l'obésité, sur lesquels voilà, les expositions périnatales ont un impact a priori démontré. Et du coup, on va poursuivre donc les développements qu'on a construits à partir des données du système national de données de santé, qui nous permettent d'avoir des indicateurs d'incidence. Et pour éviter les problèmes de représentativité des données, tout un ensemble de problèmes liés aux données qu'on mobilisait jusqu'alors, on va développer une démarche intégrée qui va nous permettre d'intégrer donc à la fois des données de cohorte, des données de registre et les données du SNDS pour essayer de les croiser pour avoir des indicateurs un peu plus fiables dans l'espace et dans le temps et avoir des notions d'incertitude. Et une fois qu'on aura du coup ces cartographies d'incidence, on va les croiser avec des indicateurs d'exposition, des expositions de la qualité de l'air ou des expositions aux pesticides, qu'on va trouver soit dans notre programme de biosurveillance dont je parlais au début, soit à partir de proxys, construits à partir de données environnementales développées en général dans le cadre de la surveillance des milieux environnementaux. L'idée étant de croiser des cartes d'incidence sanitaire avec des indicateurs d'exposition géographique et des indicateurs socio-économiques. Et en même temps, alors ça c'est la boîte un peu en bas avec le croisement des données environnementales et sanitaires. Et notre dernière boîte, c'est de reproduire l'étude que je vous ai montrée au début, qui a été faite au niveau européen pour estimer les coûts sanitaires et les coûts économiques attribuables au PE à partir des outils qui ont été développés par ce consortium avec qui on est en collaboration. Et je vous remercie de votre attention.